Une éducatrice, c'est vraiment quelqu'un qui, ou un éducateur là, qui éduque les enfants et qui les prépare pour le monde de demain. Parce qu'on a tendance à rester un petit peu dans ce qu'on faisait il y a 25 ans, 30 ans, quand nous, on était enfants. Mais les enfants, tu sais, Maria Montessori, elle dit, on prépare les enfants pour le monde de demain. Donc, nous, on est vraiment là pour les amener puis leur donner le bagage. Peut-être que nous, on n'a pas eu ou qu'on a eu et qu'on est content d'avoir eu, mais les préparer mieux qu'on a été préparés, disons. Pas de sieste pour les pros, le podcast pour les professionnels de la petite enfance. Bienvenue au podcast Pas de sieste pour les pros. Aujourd'hui, nous accueillons Claudine, qui est éducatrice, qui va nous parler d'éducation par la nature, de reconnexion à soi, de flamme, de vocation, etc. Je pense que ça va être très enrichissant. Bienvenue Claudine. On a une première question qu'on aime beaucoup poser en entrevue pour les débuter, ces entrevues-là. Comment est-ce que tu étais quand tu étais enfant? C'est une drôle de question. On dirait qu'on ne sait jamais comment répondre à cette question-là. Mais j'ai envie de vous raconter une anecdote, peut-être, pour mettre en place quel genre de personne j'étais quand j'étais enfant. En maternelle, j'avais une professeure qui faisait les bricolages à notre place, énormément. Puis, à un moment, il fallait l'attendre pour découper les yeux d'un dinosaure qui était une marionnette pour les doigts. Et moi, j'ai décidé que non, je trouvais comment découper mon œil de dinosaure. Et Bérangère n'était pas contente parce que mon rond n'était pas parfait. Parce que du haut de mes 5 ans, j'étais pas capable de faire un rond parfait. Mais j'étais ce genre d'enfant-là qui voulait toujours aller plus vite que les adultes puis qui était toujours rendu une étape plus loin. OK. T'aimais ça être créative. Est-ce que ça s'est resté un petit peu chez toi? Ou Oui, la créativité, absolument. Ouais. D'où le fait d'être éducatrice un petit peu. Ça fait partie de la vocation, tu penses? Je pense que notre métier, c'est un peu de jouer. Ouais. Oui, il y a beaucoup d'autres choses, mais il reste que, puis on va en reparler tantôt probablement, mais le fait de jouer avec les enfants, c'est tellement quelque chose d'important parce que c'est ça qui nous ramène à la base. Puis souvent, on l'oublie, on est tellement dans les tâches qu'on oublie de se remettre à la base puis de jouer avec les enfants. Je suis intéressée d'entendre ta définition du métier d'éducatrice ou d'éducateur, là, mais dans l'éducation, mettons. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Oui, mais c'est une grande question. On pourrait en parler pendant 3 heures, je pense. On est parti. Une éducatrice, c'est vraiment quelqu'un qui, ou un éducateur là, qui éduque les enfants et qui les prépare pour le monde de demain. Parce qu'on a tendance à rester un petit peu dans ce qu'on faisait il y a 25 ans, 30 ans, quand nous, on était enfants. Mais les enfants, tu sais, Maria Montessori, elle dit, on prépare les enfants pour le monde de demain. Donc, nous, on est vraiment là pour les amener puis leur donner le bagage. Peut-être que nous, on n'a pas eu ou qu'on a eu et qu'on est content d'avoir eu, mais les préparer mieux qu'on a été préparés, disons. Est-ce que, je suis curieux, tu la nommes d'office, c'est Maria Montessori. Est-ce que c'est on va dire une approche que tu apprécies beaucoup dans ton... Oui, je pense qu'il y a de quoi aller chercher dans chacune des approches. Je comprends. Moi, j'ai fait mes classes, je dis souvent, avec Reggio parce que le premier CPE où j'ai atterri après ma formation, c'était un CPE Reggio, mais vraiment très carré. Absolument tout était à la lettre Reggio. Puis par la suite, je suis allée m'informer un peu sur toutes les pédagogies, puis on dirait que je prends un peu de tout dans chaque pédagogie. Est-ce que tu peux juste, comme pour ceux qui ne connaissent pas forcément cette pédagogie, te la résumer? Oui, je peux vous faire ça. Un petit résumé rapide. Puis si ça vous intéresse avec ce que je dis, allez lire là-dessus parce que c'est super intéressant. En fait, ça a été développé dans la région de Reggio Emilia. C'est une pédagogie qui travaille vraiment par projet puis par le fait de vivre en collectivité. Donc, les enfants, le matin, ils se lèvent puis ils se lancent dans leur projet puis ils vont vraiment avec le flow de leur projet. Il y a même dans la région de Reggio, ils ont un endroit, j'oublie le terme qu'ils utilisent, mais c'est un endroit où les enfants peuvent aller se servir de toutes sortes de matériel puis de tout ça. Puis, ils créent, puis quand ils ont faim, ben on mange. Puis, tu sais, là, j'en parle de même, c'est impossible d'être comme ça dans nos milieux. On mange quand même à heure fixe et tout ça, mais il reste que nous, on travaillait à air ouvert, tous les groupes ensemble, puis les enfants choisissaient quelles activités ils voulaient faire dans la journée et tout ça. Puis, c'est un peu une approche qui teinte l'éducatrice que je suis, peu importe, même si j'atterris dans un milieu où on fait des planifications, puis on y va par thématique. Oui, c'est intéressant, les différentes pédagogies, comment ça peut justement te définir comme éducatrice, mais aussi allumer une vocation, en fait. Je trouve que ça fait partie beaucoup
puis l'actualité en parle, en fait, de la reconnaissance du métier, la vocation. Je suis comme curieuse de t'entendre là-dessus. Comment toi, tu vois cette notion de vocation dans le métier? Qu'est-ce qui la nourrit selon toi? Qu'est-ce qui l'a fait naître, en fait? Je pense que la vocation, on l'a ou on l'a pas. Tu sais, on le sait à un moment, OK, je suis dans ma branche, puis on le sait rapidement. Puis je le sais qu'il y a certains mouvements qui n'aiment pas le terme vocation parce qu'ils disent une vocation, c'est bénévole et tout. Non, une vocation, c'est pas bénévole. J'ai créé une entreprise par vocation. Non, je ne vais pas aller faire de la formation bénévolement. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc... Excuse, vas-y. Non, vas-y. Non, je te laisse. Donc, une vocation, oui, parce que c'est la passion, puis c'est la passion qui fait que je montre aux enfants aussi que dans la vie, on peut faire ce qu'on aime, puis on peut être payé pour faire ce qu'on aime. Puis payer correctement, puis en fait, c'est ça aussi le point. Là, la reconnaissance. Ouais. Vas-y, excuse. Qui c'est qui disait, là, c'est-tu Oscar Wilde qui disait choisis un travail que t'aimes et t'auras pas l'impression de travailler, c'est-tu lui? Ou en tout cas, bref, cette idée de dire... cette idée de dire quand je me lève le matin, j'ai l'envie et le plaisir d'aller travailler. Puis tu sais, toute la question du plaisir au travail est aussi très générationnelle. T'en parlais tout à l'heure, le métier, il y a des années, il y a une vingtaine d'années, n'est plus du tout le même parce que le rapport au travail est différent, les générations sont différentes et les pédagogies aussi ont été découvertes et conceptualisées dépendamment. Là. Fait que toutes ces pédagogies et la vocation qui évolue. Comment toi, c'est quoi ton regard là-dessus? Est-ce que tu as vu ces évolutions-là? Est-ce que tu es plutôt prudente par rapport à cette évolution du métier? Comment tu le perçois? Moi, je suis une avant-gardiste. Je me souviens justement, le fameux CPE Regio, j'ai fait mon dernier stage là-bas pendant mes études, puis moi, j'ai étudié du temps où on faisait des planifications. J'étais pas capable de faire mes travaux de stage parce que ça cadrait pas. Ouais. Exactement. Mais je le sais que certaines éducatrices, peut-être qui sont là depuis 15, 20, 30 ans, disent c'est du pareil au même, on change le programme à chaque fois, mais on le change parce que on évolue dans nos connaissances, on évolue dans ce qu'on voit, puis dans ce qu'on apprend de comment les enfants apprennent, tu sais, tout ce qui est bienveillance, puis tout ça. Peut-être aussi, tu sais, puis ça, ce sera un autre sujet au complet, peut-être que c'est mal cadré, mais reste qu'on le comprend bien, puis c'est pour ça qu'on veut l'appliquer maintenant, puis qu'on n'intervient plus nécessairement sur le comportement, puis avec des time-timers et compagnie. Mais ça peut être difficile pour quelqu'un qui a toujours travaillé comme ça, puis ça a toujours fonctionné comme ça, de changer de mentalité. Puis c'est correct aussi, parce que ça prend de tout. Ça prend toutes sortes d'éducatrices. Tu peux te perdre aussi, tu sais, on t'en parle des pédagogies, là, on vient d'en parler, et puis il y en a d'autres qu'on n'a pas nommées, mais tu peux te perdre comme professionnel aussi, tu sais, comment tu restes connecté à ce qui te semble être le plus proche de toi comme professionnel. Chacun a sa couleur, chacun a sa manière de lire aussi, et de faire vivre une certaine pédagogie. C'est quoi ton conseil là-dessus? Comment toi, tu arrives à rester connecté à ce que, malgré toutes les pédagogies que tu peux voir et te teinter de ces pédagogies-là pour pas te perdre comme professionnel? Moi, ce que je dis toujours, c'est retourne à ton pourquoi. Tu sais, lis aussi beaucoup sur la pédagogie. Ouais. Parce que, puis je donne une formation, entre autres, sur la pédagogie par la nature où j'explique vraiment, on retourne à la base. Puis j'explique aux éducatrices, ce qui est important, c'est pas de jouer dehors puis de cocher des cases. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça résonne chez toi, puis c'est quoi tes passions, toi, dans cette pédagogie-là, pour pouvoir comprendre un petit peu, tu sais, qu'est-ce qui vient te chercher, qu'est-ce que toi, tu as envie de mettre en place, puis de démontrer. Tu peux appliquer ce raisonnement-là à tellement de milieux, puis pas juste dans le travail. Ça peut être, tu sais, quand tu as un flow, tu sais, quand tu travailes puis tu sais que tu es en train de faire de quoi, tu es en train de bâtir de quoi, tu es en train de créer de quoi, ou tu es juste dans une bonne vibe, ça se sent, ça se vit, puis les gens autour de toi, et donc là, évidemment, les enfants, ils voient aussi cette énergie-là que tu viens générer, puis que tu viens... je trouve ça vraiment intéressant. Comment tu habites un petit peu, finalement, ton mandat, là? Oui. Parce que tu te l'appropries, en fait. Ouais, oui. Puis si ça inspire certaines personnes, moi, c'est beaucoup Simon Sinek avec son livre Start with the Why qui m'a inspiré énormément à revenir à ça, vraiment. À ton why, finalement. À mon why. Pourquoi tu te lèves le matin et qu'est-ce qui fait que... Puis,
t'as dû en côtoyer des éducatrices ou des éducateurs qui ont perdu la connexion à soi, perdu leur why, peut-être qu'ils l'avaient même pas défini en fait. Comment tu t'accompagnes ces professionnels qui perdent cette flamme, qui perdent cette vocation, puis parfois faut accepter de l'avoir perdue et c'est un ailleurs qui s'ouvre à nous, mais comment tu les accompagnes, ces professionnels qui s'éteignent en fait Je pense que c'est de prendre un pas de recul sur tout le faire. Puis, dans les 5 dernières années, on dirait qu'ils ont tellement rajouté de choses, puis rajouté de paperasse. Les portraits périodiques sont arrivés. Il y a eu de plus en plus de demandes des parents, puis la planification a changé. Il y a la qualité éducative qui est de plus en plus présente et tout. Puis, on dirait qu'on sent ce poids-là sur les épaules, alors que on a toujours tout bien fait. On le faisait déjà bien à la base. C'est juste que là, il y a de la paperasse qui vient avec. Mais ton portrait périodique, logiquement, tu as déjà fait ton observation. Tu la fais à tous les jours. Ouais. C'est juste de la mettre sur papier. Donc, de juste se dire, OK, mais je vais juste continuer puis de s'en enlever de ses épaules, de faire ces choses. C'est un peu ce que disait Pierre-Luc Hardy, là, sur le contexte du droit à l'erreur et de la pression qu'on doit s'enlever comme professionnel aussi, là, et toute cette notion d'erreur et de contexte. Je trouve ça intéressant parce qu'en fait, on a des discussions, on parle pratiquement jamais là, de mangrove, de l'outil qu'on utilise, mais on vient de lancer en fait un outil pour être capable de faire de la reformulation au niveau des observations pour faire le portrait périodique. Puis en fait, on veut le pousser encore plus loin pour justement se baser là-dessus. On veut pas que l'AI génère le rapport par lui-même. Ce qu'on veut, c'est qu'en fait, c'est exactement ce que tu dis. Les observations, tu les as déjà faites au fil de l'année. Puis ça se peut que si c'est un rapport sur 6 mois, mais il y a 5 mois, tu ne te souviens plus où est-ce que l'enfant était. Puis si tu viens juste amalgamer toutes ces données-là pour dire, puis là, aller questionner, si on veut, cette base de données-là, ces observations-là, pour dire, moi, j'ai décelé une tendance à ce que toi, comme éducatrice, tu le vois un peu de la même manière. Et moi, je trouve ça hyper intéressant parce que là, tu n'es plus dans la paperasse de dire c'est quoi que j'ai marqué dans le cahier de Timmy il y a 4 mois. C'est plus dans comment moi comment je me ressens par rapport à cet enfant-là. Puis à la limite, l'outil va juste te dire, tu te souviens-tu, non seulement il est hot de faire ça, mais il n'était pas là au début. Là. Il a vraiment progressé, puis il a vraiment avancé. Puis les actions que tu as prises, ils ont eu un impact. Fait que là, encore là, tu reviens à ton why puis au flow que tu vas avoir. À l'utilité que tu as face au développement de l'enfant aussi, là, mais c'est vrai, là, tu en parles de ces données-là qui ont été rajoutées sur les obligations, en fait, puis qu'on comprend. Parce que c'est important de suivre le développement de l'enfant, etc. Mais c'est vrai qu'instinctivement, il y a des choses qu'on faisait déjà sans forcément que ça ait été conceptualisé, que ça ait été rendu obligatoire. Et l'obligation amène toujours une charge supplémentaire. Mais en effet, l'IA peut aider. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Comment l'éducatrice ou l'éducateur peut garder ce why? Tu dis, c'est important de s'entourer, c'est important de se rappeler qu'on le faisait déjà avant et que de s'enlever cette pression. Mais comment tu peux le trouver déjà, ton why? Parce qu'au-delà de le garder, il faut savoir le trouver. Qu'est-ce qui peut aider dans cette réflexion? De se remettre à... Quand j'ai choisi ce métier-là, pourquoi je l'ai choisi? Ouais. Puis tu sais, je le sais que pour certains, c'est juste... sont pas nécessairement formés, puis j'ai pas envie non plus de rentrer dans le débat formé, pas formé. Il y a certaines éducatrices non formées qui sont juste rentrées, j'avais besoin d'un emploi, puis il y avait une place pour mes enfants en même temps, puis c'est correct. Mais après ça, pourquoi tu es resté dans le milieu? Qu'est-ce qui fait que tous les matins, tu te lèves, puis tu as le goût d'aller travailler? Puis quand tu l'as pu, ça, qu'est-ce qui fait que là, tu l'as pu? Puis moi, je me suis rendu compte un moment donné, j'ouvrais à 6h30 le matin, puis je l'avais perdu. Puis j'ai réalisé que c'est parce que j'étais pognée dans la tempête de neige pendant une demi-heure tous les matins. Puis j'avais l'impression de ne pas avoir de temps pour moi. OK, rajoutons-le, ce temps pour moi-là. Je vais me lever une demi-heure plus tôt. Puis je me levais à 4h30 le matin, mais je prenais le temps de le faire. Puis j'arrivais au travail, puis j'étais plus connectée, plus zen. T'sais, prendre le temps d'installer notre local, il y a beaucoup de filles qui disent, moi, je le fais pas. Puis là, je dis les filles, mais je m'excuse pour les hommes éducateurs, c'est pas du rejet. Mais il y a beaucoup d'éducatrices qui prennent pas le temps, qui arrivent à l'heure où ils commencent.
le fait d'arriver une demi-heure avant puis de prendre le temps d'installer ton local, même avec de la musique douce ou avec ton émission de radio préférée, ça te permet de te centrer, puis tu commences ta journée, les enfants y arrivent, puis tu es prête à les accueillir. Ils n'arrivent pas dans ton flot. Je le sais que c'est pas toujours facile à faire, mais il y a moyen d'arranger notre horaire. Si je suis capable de me lever à 4h30 du matin, vous êtes capable d'arranger votre horaire. C'est un luxe que tu te donnes finalement. Tu sais, oui, il y a un effort qui est lié à ça. Là, comme tu disais à 4h30, ça se peut que ça te tente moins. Là. Mais ça te permet d'avoir de la marge de manœuvre, de ne pas être encore une fois à course, puis à courir après ton temps dès que tu démarres. Là. Puis, tu sais, là-dessus, il y a le besoin aussi. On parle énormément des besoins des enfants, de comprendre les besoins des enfants. Puis moi, ça m'a donné un psy qui m'a posé la question, mais toi, ton besoin en arrière de telle émotion, c'est quoi? Hey, je sais pas. C'est ça. Puis on parle tellement de ceux des enfants, mais nous, on connaît même pas les nôtres. Ah, définitivement. Il y a une vraie tendance, ça fait quelques semaines maintenant qu'on enregistre des podcasts et qu'on rencontre des gens passionnés comme toi dans le métier sur différents sujets. Et il y a une vraie tendance à se reconnecter, à inviter les professionnels à se reconnecter à soi et à se redécouvrir et à prendre du temps pour soi. Mais sur plein de sujets et par différentes expertises. Tu sais, on a des accompagnements ou des gens comme toi qui ont créé des groupes, qui ont créé des accompagnements. Mais aussi des auteurs, j'allais dire des compositeurs, n'importe quoi, des conférenciers. Peut-être, en fait, je sais pas. Mais tu sais, il y a une vraie tendance de reconnaître le travail de l'éducatrice dans le milieu professionnel. La société, c'est encore autre chose, mais dans le milieu professionnel, de dire « Hey, mais moi, qui je suis, qu'est-ce que je veux, comment je le veux, ou jusqu'où je veux être reconnue dans mon travail, jusqu'où je veux être utile dans mon travail. » Et je trouve que c'est quand même porteur d'avoir... dans le milieu professionnel déjà, d'avoir cette reconnaissance-là, prenons le temps de savoir qui on est pour être mieux, en effet, comment tu dis, enraciné un petit peu dans notre métier finalement. Je trouve ça vraiment intéressant que le domaine d'activité puisse permettre ça aux professionnels. Quand tu rencontres les éducateurs ou les éducatrices qui, tu sais, on a parlé de vocation, on a parlé de why, de tout ça. Est-ce que tu as des lectures que tu pourrais conseiller, que tu pourrais, ou toi qui t'ont marqué tout simplement? En fait, tu parlais tout à l'heure eh ben moi je sais pas prononcer ça en anglais, fait que. Start with why. Oui, là, voilà. C'est commence avec le pourquoi en français. Voilà, merci. Est-ce que tu as d'autres bouquins qui pourraient, ou de livres qui pourraient aider en fait à cette réflexion-là? Moi, le livre qui m'a vraiment fait changer mon mindset complètement, c'est Chasseurs-cueilleurs parents, qui est un livre de Michaeline Douglas, qui a été, en fait, elle se demandait pourquoi ses enfants, c'était difficile, puis tout, puis c'était compliqué, alors qu'ailleurs dans le monde, elle se promenait, puis ça allait tellement bien, puis les enfants, ils allaient se coucher quand ils étaient fatigués, puis tout ça. Puis elle est allée explorer le monde pour comprendre comment les gens ailleurs dans le monde élèvent leurs enfants, puis elle en a fait un livre. C'est pas tout qu'on est capable de mettre en place dans notre pratique, mais il y a beaucoup de conseils qu'elle donne dans ce livre-là que ça te ramène à ta base, vraiment. T'sais, par exemple, les adultes ailleurs, je me souviens plus trop dans quel pays, ils sentent pas le besoin de entertainer les enfants. Ils sont pas là, puis ils font pas le clown devant les enfants. Ils font leurs affaires, puis les enfants, ils jouent, puis quand ils ont le goût, ils viennent les aider, puis quand ils ont pas le goût, ils font leurs affaires, puis... ils se posent pas de question de est-ce que l'enfant est assez stimulé sur tout ça. C'est sûr que comme éducatrice, on a quand même un rôle au niveau des apprentissages et tout ça. Des attentes aussi, là, autant des parents que de la société quand même. Là. Oui, mais les attentes des parents, c'est drôle parce que c'est toujours une question, puis on parlait tantôt de rédaction, c'est drôle, mais c'est toujours une façon de formulation. Moi, j'étais dans le jeu libre à 100%. Oui, je planifiais un peu mon jeu libre comme éducatrice, mais reste que dans ma rédaction, j'expliquais tout ce que les enfants avaient appris dans leur journée, puis les parents n'ont jamais dit « elle a fait rien ». Toi, tu es là, tu te lèves pour jouer. C'est souvent ça qu'on entend là, comme éducatrice. Ouais, c'est intéressant. Je crois que tu allais dire un truc. Non, je trouve ça vraiment intéressant. Cette histoire de jeu libre, justement, le laisser vivre un peu, là, on avait eu toute une réflexion autour de justement, on parle de vocation, de mandat qu'on se donne qu'on nous donne comme professionnels. Et le jeu libre avait été une question, en fait, de dire, mais vous faites quoi avec mes enfants? Parce que c'est bien gentil, mais moi aussi, il fait du jeu libre alors à la maison. Et on lui avait dit oui, en effet. Mais il apprend à être autonome, il apprend, en effet, de ramener ce que c'est que le laisser vivre et le jeu libre. C'était intéressant là, d'avoir cette conversation-là avec les parents et d'être dans cette coéducation avec les parents, là, en fait.
Moi, j'aime le terme jeu autonome, OK. qui se distingue du jeu libre par le fait que le jeu autonome est planifié. On le planifie pour que l'enfant soit en jeu libre, mais que nous, on aille réfléchir à ses apprentissages à l'avance. Ouais, c'est OK, intéressant. je comprends. Ah, c'est vraiment intéressant. Toi, tu as déjà ton objectif, tu donnes le contexte, mais après ça, tu ne guides pas nécessairement dans le contexte, ou du moins, tu le guides peut-être au départ, mais... Mais même pas au départ. Puis, tu sais, c'est pas grave si l'enfant n'atteint pas l'objectif que tu t'es fixé. Ouais. Ce qui est grave, mais qui est plus important, c'est de laisser l'enfant jouer. Puis, tu sais, il y a une statistique qui dit que les enfants ont besoin de 45 minutes de jeu ininterrompu. Ininterrompu, ça veut dire que je ne vais pas l'interrompre pour lui demander « Ah, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est un avion? Est-ce que c'est un bateau? Est-ce que... Tu sais, oui, c'est important, puis c'est important sur une autre phase, mais dans le jeu libre, c'est pas ça qu'on cherche. Puis l'éducation par la nature facilite ça aussi. Tu sais, on parle de jeu libre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de... Tu sais, t'as étudié aussi là, dans cette pédagogie-là, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que ça apporte la pédagogie? C'est beaucoup à la mode, on en entend beaucoup parler, mais finalement, qu'est-ce que ça apporte? Comment tu l'organises? Comment tu peux l'installer dans ton groupe là aujourd'hui, dès demain, là, cette éducation par la nature? J'aime ça que tu dises que c'est à la mode. Ben, c'est vrai. On entend souvent parler de ça, je trouve. Mais c'est à la mode. Ouais. Puis quand c'est à la mode, on dirait qu'on sent le besoin, la pression de faire, de prendre un cadre de référence. Puis là, il y en a plusieurs qui existent, j'en nommerai pas un en particulier, mais de prendre un cadre de référence puis de dire je vais faire ce qui est écrit dans le cadre de référence. La pédagogie par la nature, c'est de revenir aux bases. C'est une approche plus ouais, je comprends, excuse. Oui, exact, mais c'est une approche et de revenir à qu'est-ce qu'on est, notre harmonie avec la nature, notre connexion avec les cycles de la nature. Donc, de dire, ben, je vais faire une connexion avec les cycles de la nature où je vais provoquer des choses, c'est plus difficile dans cette connexion-là avec la nature. Fait que moi, j'ai le goût de dire aux gens qui ont le goût de se connecter avec la nature, d'utiliser la pédagogie par la nature, commence par te demander qu'est-ce que la nature t'apporte à toi. Puis c'est quoi, toi, ta connexion avec la nature, puis ça va paraître dans tes yeux, puis les enfants vont avoir envie d'embarquer avec toi. En fait, c'est toujours la même chose, comment tu habites cette pédagogie-là pour que tu puisses la transmettre finalement à l'enfant. Ouais. Mais tu sais, ça veut dire quoi la pédagogie par la nature? Là, tu parles des différents cycles, etc. Mais concrètement, on comprend qu'il y a un retour aux sources, mais ça paraît encore très difficile à comprendre concrètement. Comment moi, en tant qu'éducatrice, je peux m'imprégner de ça, de cette pédagogie-là. C'est drôle parce que j'étais au colloque Apprendre à ciel ouvert il y a quelques semaines, puis il essayait de définir la pédagogie par la nature, puis on dirait qu'on n'a pas de définition officielle. Mais il faut distinguer la pédagogie par la nature de la pédagogie dans la nature. Ça, c'est déjà la base. C'est pas parce que je suis dehors que je fais de la pédagogie par la nature. C'est pas parce que je suis en dedans que je fais pas de la pédagogie par la nature. C'est pas parce que je te montre c'est quoi une plante ou je te montre c'est quoi un arbre que je fais de la pédagogie par la nature. Parce que la pédagogie par la nature, c'est d'apprendre de la nature ce qu'elle a à nous montrer. Principalement de se connecter avec elle, d'être en harmonie avec elle. Donc, tu sais, jouer dehors dans une cour en asphalte, non, c'est pas de la pédagogie par la nature, mais on peut quand même l'amener. Il y a 4-5 ans, quand je faisais mon AEC, je travaillais en scolaire. J'avais une cour en asphalte, puis on le faisait, la pédagogie par la nature dans ma cour en asphalte, parce que je me connectais à ce que les enfants trouvaient, puis là, on poussait plus loin, on cherchait des vers de terre, puis là, on apprenait sur l'habitat des vers de terre et tout. Mais on part toujours de ce que la nature nous amène pour pousser plus loin. Fait que c'est mettons, tu parles d'une cour en asphalte, puis t'as beaucoup de garderies qui ont des garderies CPE, peu importe le milieu de garde, qui ont des espaces, j'allais dire, industriels, tu sais, genre gazon synthétique, etc. Ce que je comprends, c'est que là, on s'entend que les vers de terre là-dessus, il y en a un peu moins, mais l'idée, c'est d'aller chercher, mettons, une feuille qui tombe et de dire, ah bah tiens, c'est une feuille, je pense de quel arbre c'est d'aller chercher finalement ce qu'on a de disponible autour de nous, ou éventuellement dans une balade au parc, d'aller chercher cette connaissance-là et de la rapporter à l'enfant et de la transmettre. C'est un peu ça? Oui, puis ça peut être de l'autre sens. T'sais, on a tendance à toujours faire « Hey, regardez les amis, il y a quelque chose pour provoquer l'intérêt des enfants. » Si on leur virait de bord, puis on fait juste « Oui, je peux porter attention à certaines choses, mais je racontais justement sur les réseaux sociaux il y a quelques mois, mon groupe ont découvert la grille du frêne.
par hasard en m'amenant des bouts d'écorce puis en m'amenant voir l'arbre. Puis là, je leur ai tout expliqué, la grille du frêne. Mais c'est jamais moi qui ai fait « Hey, ce frêne-là est en train de mourir dans notre cour. Venez, on va aller le voir. » C'est eux. C'est d'être réceptif finalement à leurs observations à eux puis à leur vision du monde à eux. Là. Puis on n'a pas besoin de tout savoir. Tu sais, oui, là, ça tombe bien. Je connaissais la grille du frêne. Mais on n'a pas besoin de tout savoir. Tu sais, je peux... Il y a ChatGPT pour ça. Il y a ChatGPT. Je peux sortir mon téléphone, sortir des livres. Viens, on va l'apprendre ensemble. Moi, je suis là pour qu'on apprenne ensemble. Je trouve ça intéressant parce que puis je l'avais plus entendu au niveau pédagogique primaire, secondaire. Il y a une peur de... En fait, tu demandes à un enfant, est-ce que tu sais la réponse à la question? Il y a beaucoup plus tendance à dire non qu'un adulte. Un adulte ne va pas... S'il est capable d'inférer une réponse, même si elle est complètement erronée, il va tenter. Parce qu'on ne veut pas se faire prendre à défaut, on ne veut pas être capable de... Alors que... Mais évidemment qu'on ne sait pas tout. Là. Puis tu sais, qu'il y a l'arbre dans le fond de ta cour, ben, là, je pense que c'est justement... c'est le frêne qui est en train de mourir. Finalement, c'est pas un frêne, c'est un autre arbre. J'ai appris que c'était pas un frêne. C'était un lilas. Ouais, là, il y a quand même une bonne différence. Mais je trouve qu'il y a une vulnérabilité que les gens veulent pas nécessairement avoir face à des... Dans le cas que j'avais en tête, ils sont un peu plus vieux, mais même par rapport à des enfants, de dire... Je ne sais pas, mais justement, on va le regarder ensemble, on va l'apprendre ensemble. Cette humilité-là, super. Et je veux dire, comme parents, on le vit aussi. Là, les enfants qui arrivent et disent j'ai des questions sur la vie. Ben, des fois, c'est ça. Tu recherches un peu, puis t'aides, puis tu. Il y a cette. Pour moi, c'est un processus qui est super intéressant parce que c'est un processus d'échange, autant de connaissances, mais ça crée beaucoup plus. Formateur, puis ça va rentrer beaucoup plus dans la pensée, les souvenirs de l'enfant, que si tu avais juste fait un atelier où est-ce que tu avais montré des images, puis qu'après ça, on passe à d'autres choses. Ça prend en même temps que lui, là, ça va comme le mettre au même niveau que toi. On est en mode... C'est vraiment intéressant. Tu as créé un groupe. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que tu partages sur ce groupe-là? Groupe Facebook, je veux dire, entre autres, là. Mais, Oui, mais j'ai un groupe Facebook qui est en fait... ce que j'ai créé, c'est deux choses. C'est une communauté qui est une communauté hors Facebook, où je partage des formations, où c'est un groupe, mais qui n'est pas sur Facebook. Ouais. Puis pour ce groupe-là, c'est un groupe qui est avec un abonnement. Puis je voulais faire vivre la même chose aux éducatrices, mais sans abonnement. Donc, j'ai créé un groupe qui s'appelle Reconnecter ensemble, la communauté gratuite, si je me souviens bien. Ouais. On mettra le lien de toute façon. C'est bon. Puis, en fait, c'est l'équivalent de Reconnecter ensemble, qui est une communauté payante, mais il n'y a pas des formations, tu sais. Il n'y a pas... je ne pousse pas plus loin dans les discussions et tout ça, mais il reste que c'est un endroit... ce que j'appelle un safe space dans un monde où, puis là, je sais pas au moment où ce podcast-là va être diffusé, ça va être rendu quoi la discussion, mais il y a toujours un sujet de discussion sur les groupes d'éducatrices sur Facebook, puis ça reste le même pendant 3-4 semaines, puis il y en a un autre qui arrive, puis c'est pas nécessairement des choses qui nous élèvent vers le haut, parce que on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Donc, si les 5 personnes qui m'entourent, c'est 5 personnes qui chialent sur la convention collective ou sur mon salaire ou ça, ben moi, je vais me lever chaque matin puis je vais savoir que j'ai un salaire de merde. Mais... J'avais oublié. Au cas où j'avais oublié en faisant mon épicerie. Mais, tu sais, au-delà du salaire, mais il reste que mon rôle, c'est d'élever les enfants plus haut, de faire des découvertes. Si je me le rappelle à chaque matin, ben, je vais me connecter à autre chose. Donc, d'où l'objectif de faire un groupe qui parle d'autre chose que ça. C'est des sujets qui sont importants, mais quand ça devient justement le bruit de fond quotidien, c'est un peu comme ton poste de radio que tu ouvres et qui donne juste des nouvelles négatives. Puis là, tu arrives, la vie va mal, je sais pas quoi te dire. Le monde est en train de s'effondrer, puis il n'y a rien qui marche. Là. Je trouve ça intéressant. Savoir s'entourer, on est toujours dans la même dynamique, là, de dire mais avec qui j'ai envie de travailler, collaborer, avec qui j'ai envie de discuter, d'échanger, de grandir. Et ça, c'est vraiment essentiel. Où est-ce qu'on peut trouver tes services? Tu parlais de ton groupe, mais c'est quoi? Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce que on va sur LinkedIn pour te trouver? Est-ce que comment je suis sur LinkedIn. On regarde sous une pierre. Elle est là, c'est pas la nature. Je suis sur Facebook, sur Instagram. Je suis pas encore sur TikTok avec Éducatrice Reconnectée, par contre, peut-être bientôt. Mais cherchez Éducatrice Reconnectée un peu n'importe où, puis vous devriez me trouver. Cool. Pour terminer nos entrevues, en général, ce qu'on veut,
on te demande c'est quoi ton key takeaway, c'est quoi l'élément clé que tu aimerais ça que les jeunes, les éducatrices, même les gestionnaires qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils retiennent de l'entrevue qu'on a eue ensemble? J'aurais envie de dire, ben, d'un côté gestionnaire, je pense que si on en a par-dessus les épaules de un peu comment les éducatrices travaillent et tout ça, je reviens dans ma zone proximale de développement que j'ai glissé un mot tantôt, mais au niveau de la zone proximale de développement, on veut toujours être dans cette zone-là. Puis les éducatrices, c'est la même chose. Puis des fois, on oublie que à force de rajouter des règles, puis des choses, puis de la paperasse, oui, c'est un niveau de défi, mais c'est un niveau de défi qui n'est pas stimulant. Ce qui est stimulant pour une éducatrice, c'est des nouveaux projets, des nouvelles façons de faire, de dire « Hey, moi, j'ai le goût de changer mon local de place. Moi, j'ai le goût... » Fait que toute cette autonomie-là, c'est pour ça qu'on a décidé d'être éducatrice. Puis, je le vois de plus en plus, on dirait qu'on est pogné dans un cercle vicieux de... on a des problèmes, fait qu'on va choisir les solutions. Est-ce qu'on peut retourner à l'envers puis accompagner « Hey, on a un problème, qu'est-ce que tu as le goût qu'on fasse pour ce problème-là? » À la place de dire « Hey, on a un problème, voici ma solution. » Puis surtout avec les éducatrices qui ne sont pas formées, qui viennent d'arriver sur le terrain, puis là, on le vit énormément avec le défi de recrutement. Est-ce qu'on peut les accompagner à la place de juste les garrocher puis dire « Ouais, mais tu fais pas ça comme il faut, puis c'est pas ça que le ministère de la Famille a dit. » Donc, tu sais, puis je le sais que les gestionnaires sont débordés, puis vous le savez probablement encore plus que moi, mais de prendre par la main cette éducatrice-là, ça fait en sorte qu'on ne sera pas dans 6 mois en train d'en engager une autre, puis même dans 2 semaines. Ouais. C'est toute la santé mentale aussi de ton équipe dont il faut faire, attention. Là. C'est hyper important, l'espèce de... On en parle, mais j'allais dire la co-éducation, c'est pas ça, mais plus le co-développement qui est hyper important, de dire... Pour moi, ça revient exactement à ce que tu dis. C'est pas dire « Tasse-toi, je vais le faire à ta place » ou si tu le fais pas de la bonne manière, c'est comme... je peux t'expliquer le faire, puis même, tu sais quoi, tu peux peut-être bonifier la manière de le faire par ton approche à toi. Est-ce que tu as des suggestions? Est-ce qu'il y a des choses que tu vois qu'on pourrait améliorer? On parlait beaucoup d'éducatrices qui peuvent venir de l'extérieur du pays. Puis souvent, ça, c'est porteur. Tu sais, il y a des discussions qu'on peut avoir sur comment ça fonctionne parce que parfois, c'est des éducatrices qui sont qualifiées dans leur pays d'origine. Fait qu'ils ont une approche pédagogique qui peut être super intéressante. Puis, en fait, on n'est pas obligé de tout prendre ce qui sort de là, mais l'échange peut être super intéressant. Merci beaucoup, Claudine, d'avoir participé au podcast. C'était vraiment... on mettra les liens, évidemment, de ton groupe, ta communauté. Puis, les livres, je trouve que c'est vraiment intéressant. Si tu en as d'autres à suggérer, ça serait avec plaisir. On vous retrouve, nous, pour l'heure bientôt, dans un nouvel épisode de Pas de sieste pour les pros. Merci beaucoup. Merci encore, Claudine. Merci. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment.